Alors nous allons continuer ce chapitre d'introduction au plan d'expérience en formulation. Donc ce chapitre d'introduction précède un grand nombre de chapitres dédiés à l'usage de ces plans d'expérience. Dans la première séquence de ce chapitre, nous avons parlé de la boucle de la formulation. Nous avons indiqué quelques références bibliographiques. Et dans ce deuxième chapitre, nous allons essentiellement parler de la notion de modèle, de la notion de maillage, avec un point important, c'est qu'un modèle mathématique propage des incertitudes expérimentales et qu'un maillage doit être adapté de façon à minimiser la propagation d'incertitudes. Pour ça, on utilisera un exemple très simple que tout un chacun peut mettre en œuvre sur Excel, et il y aura une application Excel pour montrer et illustrer les propos que l'on va présenter. Alors, le mélange binaire que l'on va décrire et qui va nous servir de support dans ce chapitre, mais aussi à plusieurs reprises dans le cadre de ce vaste cours, est un mélange de deux classes granulaires, un sable et un gravier. Et on va chercher à mélanger des grains fins avec des grains plus grossiers, de telle sorte à maximiser la compacité. La compacité, c'est le rapport entre le volume des grains solides et le volume de la boîte que vous voyez ici posée sur une balance. Maximiser la compacité, ça revient à minimiser la porosité. Et si les classes granulaires ont la même densité, ceci revient à maximiser la masse des grains qui sont contenus dans la boîte. Donc on dispose de grains fins et de grains gros, et on souhaite décrire de la meilleure façon possible la variation de la masse volumique apparente, donc c'est la masse de l'empilement de grains que vous voyez dans la boîte, en fonction des proportions relatives de sable et de gravier. Et lorsqu'on veut décrire, eh bien, on va faire appel à des outils de description qu'on appelle des statistiques descriptives. Pourquoi? Parce qu'une statistique, c'est une fonction de variable aléatoire, et on comprend que si on refait dans des conditions identiques le même mélange, on ne trouvera pas tout à fait la même masse volumique. Alors on souhaite non seulement décrire le plus fidèlement la variation de la masse volumique apparente, mais on souhaite aussi prédire dans quelle proportion mélanger les deux constituants, du sable et du gravier ou du gravillon, de façon à maximiser la masse volumique apparente. Donc si les matériaux ont la même densité, ceci revient à maximiser la compacité. Si on maximise la compacité, concrètement, on minimisera la quantité de colle nécessaire à assurer ensuite la cohésion et la performance mécanique du béton. Et donc pour ça, prédire, c'est l'aptitude à informer sur des valeurs, des niveaux de performance que l'on n'a pas encore observés. Et donc on va faire appel à un autre chapitre des statistiques qu'on appelle non pas des statistiques prédictives, mais des statistiques inférentielles. Alors, notre mélange présente Q égale 2 constituants, et dans l'exemple que nous décrivons ici, nous sommes dans une stratégie où la réponse, il n'y en a qu'une, la masse volumique apparente, est décrite uniquement à partir des variations des proportions des deux constituants. Donc c'est la stratégie que nous avions appelée component proportion. Et les proportions des constituants, on a vu que c'était des variables réelles, certes, mais des variables réelles contraintes à varier dans un intervalle compris entre 0 et 1, 0 et 100%. Donc on va se servir de ces informations pour dessiner le domaine expérimental qui prend ici une géométrie très particulière et une dénomination spécifique. Si je reporte sur l'axe vertical la variation de la proportion de sable, celle-ci peut varier de 0 à 100%. 0 représenterait un mélange qui est constitué uniquement par des gravillons, et 100% de sable, c'est un mélange où il n'y aurait pas de gravillons. Sur un axe perpendiculaire, je peux matérialiser la variation
de la deuxième ou seconde, puisqu'il n'y a pas trois proportions, la proportion de gravier entre 0 et 100%, et naturellement, si je décide d'un maillage avec un pas de 10%, je peux fabriquer le domaine suivant. Alors naturellement, dans l'espace suivant, qui est défini par les contraintes individuelles implicites, je ne peux pas réaliser tous les mélanges. Les seuls mélanges que je vais pouvoir réaliser sont ceux qui respectent la contrainte relationnelle x1 plus x2 est égal à 1. x1 plus x2 égale 1, ben c'est le segment de droite que vous voyez en vert à l'écran. Le point situé en haut à gauche représente un empilement de graines de sable uniquement. Le mélange que vous voyez situé en bas à droite représente un empilement de graines de gravier uniquement. Et entre les deux, le long de cette droite, ben vous allez faire varier la proportion de sable et de gravier. La figure que l'on vient de dessiner, c'est ce que l'on appelle un simplex. Alors, en français, le mot simplex prend un E à la fin, ce qui n'est pas le cas en anglais. Et un simplex, c'est une figure géométrique non dégénérée, on reviendra sur cette notion, qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel ce simplex est représenté. Alors le segment de droite que vous voyez à l'écran, ben, c'est un bout de droite. Et une droite, c'est un espace de dimension 1. Et le segment de droite que vous voyez à l'écran possède deux sommets, donc c'est un simplex. Pourquoi n'est-il pas dégénéré? Ben, la dégénérescence, c'est la perte des facultés. Et s'il était dégénéré, eh bien, les deux sommets seraient confondus de telle sorte qu'il n'y aurait plus de domaine expérimental, sinon un seul mélange. Alors on peut généraliser cette définition à plus de deux constituants. Lorsqu'on a trois constituants, le simplex sera un triangle équilatéral. Ce sera une notion largement développée dans des chapitres dédiés à des maillages empiriques en plan d'expérience. On peut avoir un tétraèdre, quatre sommets définissant le tétraèdre. On peut avoir ensuite des Q-simplex, 5 sommets, 6 sommets, mais on ne pourra naturellement pas les représenter, même en perspective. Alors, l'objectif de la campagne expérimentale va être d'explorer ce simplex pour décrire au fil du segment de droite vers la variation de la masse volumique et trouver, si possible en ne faisant pas trop d'expérience, dans quelle proportion il faut mélanger du sable et du gravier pour maximiser la masse volumique apparente. Donc les contraintes implicites individuelles, x1 compris entre 0 et 1 ou x2 compris entre 0 et 1, associées à la contrainte relationnelle ici, x1 plus x2 égale 1, forment ce qu'on appelle un simplex initial de hauteur unitaire. Alors ici, c'est de longueur unitaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez d'un sommet à l'autre, la distance est égale à 1. 1, c'est tout simplement 100%. Alors, la question est la suivante. Maintenant que j'ai défini le domaine expérimental, combien de mélanges distincts doit-on réaliser pour répondre aux questions posées, décrire la variation de la masse, prédire le mélange qui provoquera une compacité maximale, et ensuite, pour répondre à cette question, puisque le domaine n'est pas trop grand, on se dit qu'on va l'explorer régulièrement, par exemple avec un pas de 10%, commençant par un mélange où on n'aurait que du sable, et en substituant petit à petit le sable par du gravier, jusqu'à n'atteindre qu'un mélange constitué de graines de gravier. Alors ce maillage serait extrêmement simple à définir, la variation va de 10% en 10%, et si on compte le nombre de points rouges représentant les mélanges que l'on réaliserait, eh bien ce plan d'expérience, ce plan d'essai coûterait 11 essais à réaliser. Alors cette approche intuitive, bien elle se limite naturellement au cas où vous avez deux constituants, puisque si vous augmentez la taille du domaine expérimental en introduisant un troisième, un quatrième, un cinquième constituant, et si vous continuez à mailler le domaine avec un pas régulier, quelle que soit la direction de 10%, eh bien le nombre de mélanges va augmenter de façon très rapide. C'est ce qui est représenté ici. Si nous passons de 2 à 3 constituants, c'est-à-dire si nous intercalons entre les graines de sable et les graines de gravier des graines d'un gravillon,
eh bien, en utilisant un simplex qui est ici un diagramme ternaire, un triangle équilatéral de hauteur unitaire, et en utilisant à nouveau le pas de 10%, eh bien, vous réaliseriez 66 mélanges. Alors, c'est peut-être pas inabordable. Pour la petite anecdote, pour l'exemple, ce genre d'approche a été réalisé à la toute fin du 19e siècle en France, dans l'étude des bétons hydrauliques, par un ingénieur français, René Ferré, qui mélangeait différentes classes de quartzite de Cherbourg pour comprendre quel était le rôle des classes granulaires sur la compacité du béton. Alors maintenant, attention, si au lieu d'avoir 4 constituants, vous passez, si au lieu d'avoir 3 constituants, vous passez à 4 constituants, le nombre de mélanges avec ce type de maillage va dépasser souvent ce qu'il est possible de réaliser. Vous voyez apparaître 286 mélanges. Avec 5 constituants, vous seriez amené à réaliser 1001 mélanges. Et en utilisant 6 constituants, vous seriez amené à réaliser 3003 mélanges, ce qui est naturellement impossible à mettre en œuvre. Alors à partir du moment où cette approche intuitive n'est pas généralisable, quelle que soit la dimension de l'étude, quel que soit le nombre de constituants, il va falloir faire appel à une méthodologie. Cette méthodologie va s'appuyer sur des stratégies expérimentales qui ont été formalisées au cours de la seconde partie du XXe siècle, en particulier par un mathématicien, Henri Scheffé, à partir de 1958. Alors, combien de mélanges doit-on réaliser? Eh bien, pour répondre à cette question, on va réaliser un nombre de mélanges nécessaire et suffisant pour modéliser la variation de la masse volumique apparente. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de faire des mélanges partout, eh bien, on va faire quelques mélanges, et à partir des informations relevées sur ces mélanges, on va fabriquer des modèles d'interpolation, en essayant de faire en sorte que ces modèles présentent la meilleure qualité descriptive et prédictive possible. C'est ce que nous avions vu dans la boucle de la formulation. Donc si on ne réalise pas tous les mélanges, il faut en réaliser un sous-ensemble utile. Vous doutez bien que si vous faites 1 ou 2 mélanges, vous risquez de ne pas trouver beaucoup d'informations. Et représentatif, imaginez que vous décidiez de faire 8 mélanges et que vous les casiez tous sur un tout petit bout du segment de droite, vous décririez parfaitement ce qui se passe à cet endroit, mais ce ne serait pas très représentatif de tout le domaine expérimental que vous voyez traduit ici par un segment de droite vert. Alors, il va falloir, d'une part, explorer le domaine expérimental et, dans un deuxième temps, modéliser la variation des réponses observées lors de cette phase d'exploration. Alors pour ça, on va introduire, et on y reviendra à de nombreuses reprises dans les différents chapitres, la notion de modèle. Alors déjà, une définition issue d'une norme ISO 3534-3, un modèle n'est pas forcément une équation, ça serait un peu restrictif. Un modèle, c'est une description. Alors, il y a plusieurs façons de décrire, on a vu des figures dans la séquence précédente. C'est une description qui associe une variable de réponse, ici la masse volumique apparente de l'empilement, à une ou plusieurs variables de prédiction, ici la proportion de sable, la proportion de gravier, et qui comprend des hypothèses. Des hypothèses sur la forme de la modélisation. Un modèle comprend 3 parties, et ceci est important. Une partie qu'on va appeler l'indication, la valeur mesurée, représentée ici dans l'équation que vous voyez par Y indice I, c'est la masse volumique apparente de l'empilement représentée à l'essai I. C'est une valeur mesurée, une indication. Et cette indication, vous allez la décomposer en une somme de 2 parties. Une partie dite déterministe ou systématique, qui est l'équation du modèle. Cette équation va faire apparaître des coefficients, des régresseurs. On va la noter Y chapeau I. C'est une réponse qui provient d'un modèle. Eh bien, c'est F de xi1, xi2, la proportion du constituant 1 à l'essai I et la proportion du constituant 2 à l'essai I. Et puis naturellement, les points seront plus ou moins bien alignés sur l'équation traduisant le modèle, la partie déterministe, et l'écart à cette équation, c'est ce qu'on appelle la partie aléatoire, l'erreur du modèle, qu'on appellera résidu
dès lors que l'on utilise la méthode des moindres carrés. Et les résidus, E indice I, c'est l'écart que l'on voit entre la réponse mesurée à l'essai et la réponse modélisée pour le même essai Y chapeau I. Alors, un modèle, c'est une approximation de la réalité. Les gens vous disent « Ouh là là, oui, mais un modèle, est-ce qu'on a le droit d'y croire ?» Alors, effectivement, vous avez raison si vous pensez cela. Pourquoi? Parce que tous les modèles sont faux. Alors, pour en donner une explication, si le modèle était vrai, on n'aurait pas besoin d'en changer. Et vous avez l'illustration ici. Si vous rentrez dans une salle de conseil municipal ou une salle des mariages de toutes les mairies de France, vous apercevrez qu'il y a le buste de Marianne, l'incarnation de la République. Et que régulièrement, on change le buste de Marianne. Alors nous avons eu Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Laetitia Casta. Et donc si régulièrement on change le buste de Marianne, qui incarne pourtant la République, le modèle de la société française, ben, ça veut dire que les modèles sont faux, autrement on n'en changerait pas. Alors toutefois, un modèle est un vecteur d'information. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas de modèle, dans bien des situations, vous ne pourriez pas prendre de décision ou au moins de direction. C'est ce qu'on va voir ici. Donc certains modèles sont utiles. Alors, encore une petite anecdote qui va illustrer ce qui est indiqué entre parenthèses. Imaginons un instant que l'on souhaite amener des enfants voir le village du Père Noël situé dans le Grand Nord. Et partant d'une ville de France, et bien évidemment, il faut trouver la direction à prendre. Il ne s'agit pas de partir vers Barcelone. Alors on pourrait par exemple se fier à tout ce que l'on a appris quand on était jeune, dans des centres aérés, dans un contexte familial, c'est que la mousse généralement a tendance à pousser sur les faces exposées au nord, que ce soit des faces de maisons, que ce soit des arêtes d'arbres. Et donc, en allant de façade en façade ou d'arbre en arbre, en laissant la mousse dans son dos, ben, on a un modèle d'orientation. On devrait très probablement partir vers le nord, avec toutefois une incertitude plus grande que l'incertitude que l'on rencontrerait si l'on utilisait la boussole des Chinois. Alors la boussole des Chinois, elle, va nous indiquer le nord magnétique, en allant par exemple du sud de la France vers les contrées du Père Noël. Ben, le nord magnétique, si on ne suit que ce modèle, de temps en temps va nous inviter à changer de mode de transport, puisque ben, si la voiture n'est pas amphibie, il va falloir traverser probablement d'abord des rivières, puis peut-être ensuite des bras de mer ou des océans pour pouvoir atteindre la cible. Et puis vous pouvez avoir un modèle qui lui va se révéler être le meilleur des modèles sans doute, qui est le GPS, qui lui va vous indiquer la route avec une précision extraordinaire pour vous rendre de votre lieu de résidence au village du Père Noël. Et donc si vous n'y êtes jamais allé, ben, naturellement vous allez avoir besoin d'un modèle, c'est la carte. Donc un modèle, ça sert à s'orienter. Et les modèles, suivant les besoins, peuvent être plus ou moins chers. C'est le cas des exemples que j'ai cités. Et parfois, par voie de conséquence, plus ou moins précis, même si le mot précision est parfois un petit peu délicat à employer dans un contexte métrologique. Alors, les modèles sont des approximations de la réalité, oui, mais après tout, des modèles, on s'en sert tous les jours. Ce sont des vecteurs d'information, donc essayons de tirer profit de l'information qu'ils peuvent nous apporter. Alors, un modèle, c'est aussi, et c'est là que souvent le bas blesse, souvent la chose est délicate à percevoir quand on est étudiant, c'est qu'un modèle, c'est un propagateur d'incertitude. Alors, en effet, pour construire un modèle, vous allez avoir besoin de points supports. C'est les expériences pour lesquelles vous allez mettre en œuvre des mélanges et mesurer la masse volumique apparente. Et à partir de ces expériences, vous allez fabriquer des équations d'interpolation. Il n'y a pas de raison que, s'il y a un doute sur la masse volumique apparente, pour les quelques mélanges que vous aurez réalisés, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de doute lorsque vous interpolez entre ces mélanges à partir d'une magnifique équation. Et donc, c'est ce que j'indique ici, un modèle, c'est un propagateur d'incertitude. Alors, c'est inévitable. La meilleure façon d'éviter les incertitudes serait de mesurer non pas de 10% en 10%, non pas de 1% en 1%, ce qui nécessiterait 101 mélanges dans le mélange binaire que nous avons décrit, mais il faudrait mesurer tous les 10-9, tous les 10-10, et là vous imaginez dans un mélange binaire le coût
et vous ne seriez même pas sûr de réaliser des mélanges distincts, parce que probablement au bout d'un certain temps, la résolution de votre balance, qui va permettre de peser les ingrédients, ne permettra plus de séparer. Donc bilan de l'opération, il faut trouver un compromis. Et ce compromis doit nous conduire à fabriquer un maillage d'exploration du domaine expérimental qui propage le moins possible des incertitudes lorsqu'on sera amené à faire de l'interpolation. Alors enfin, vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, mais un modèle, c'est coûteux à construire ». Alors fut un temps, c'était vrai, les logiciels coûtaient cher. Aujourd'hui, on va voir dans l'essentiel des modules et des chapitres de ce grand cours sur les plans d'expérience en formulation que, d'une part, un tableur informatique permet de faire déjà beaucoup de choses, et que les logiciels du marché sont des formidables outils sans forcément coûter très très cher. Et en plus, un modèle est coûteux à construire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des expériences. Eh bien, il y a une méthode. Il y a une méthode qui permet de minimiser la taille des campagnes expérimentales. C'est souvent ce que retiennent les gens des plans d'expérience. Et donc, si des plans d'expérience ont été créés à partir de 1958 pour aborder les problèmes de formulation et que depuis le temps on ait diffusé des milliers de publications sur le sujet dans de nombreux secteurs industriels, eh bien il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les appliquer dans votre environnement. Alors, on va illustrer dans les quelques transparents qui suivent, à partir d'une publication, encore issue de l'industrie galénique, le fait qu'un modèle propage des incertitudes. Alors, on s'intéresse dans cette publication à la solubilité de différents excitants destinés à soigner des maladies cardiaques. En particulier, on va s'intéresser à la solubilité de la caféine, mais également dans la même publication à la solubilité de la théobromine et de la théophiline dans un mélange eau-alcool. C'est ce que vous voyez sur l'axe horizontal, on voit le pourcentage d'eau. Et imaginons que l'on ait réalisé une campagne expérimentale où, contrairement à tout à l'heure, je proposais de faire varier avec un pas de 10% les proportions des constituants. Ben ici, les auteurs, les expérimentateurs ont été plus vaillants au travail et ont réalisé sans un mélange distinct en faisant varier pourcent par pourcent les proportions du mélange. Voilà ce que l'on obtient. Alors on a déjà une belle information sur l'allure de la variation de la solubilité. On voit qu'elle est maximale environ pour 30% d'eau dans le cas de la caféine. Mais les points que vous voyez à l'écran proviennent d'un instrument de mesure et d'une méthode de mesure. Et donc on peut associer à chacun de ces points une incertitude, alors qui a été majorée dans le cadre de cette présentation sous forme de transparent PowerPoint pour être plus lisible, mais même si l'incertitude est réellement plus faible, les phénomènes que l'on va décrire restent identiques. Donc si l'on associait à chacune de ces valeurs mesurées, chacune de ces indications, une incertitude, on pourrait lisser, parce qu'on a tellement de points, tous les points par des courbes, et on pourrait s'apercevoir que quelque part le diagramme que l'on voit à l'écran peut être modélisé à partir d'un modèle polynomial de degré 3. Alors un modèle polynomial de degré 1, c'est une droite. Vous voyez bien ici que la droite ne convient pas pour modéliser la variation de la caféine. Un modèle de degré 2, c'est une parabole, et on s'aperçoit qu'on a deux courbures. On voit très nettement un changement au niveau de 30%, et puis au-delà de 90%, on voit une inversion de la courbe. Et donc, quand on a une courbe et une contre-courbe, on doit avoir le réflexe d'aller chercher une cubique. C'est un modèle polynomial de degré 3, dont on verra que dans le cadre des plans de mélange, ce sont des modèles sans constante que l'on peut écrire sous la forme β1 x1 plus β2 x2 plus β12 x1 x2, c'est un terme de degré 2, plus gamma 1,2, x1 x2 que multiplie x1 moins x2, et donc x1 x2 que multiplie x1 moins x2 est un monome de degré 3. Donc, dans un polynôme de degré 3, pour ceux qui savent, ça s'appelle la forme canonique du modèle polynomial, mais un chapitre sera dédié à ces formes canoniques. Eh bien, il y a 4 coefficients à estimer, β1, β2, gamma indice 1,2 et bêta indice 1,2. Donc, s'il y a 4 coefficients, pourquoi
pourquoi diable faire 101 mélanges? On sent bien que si on ne fait que 2 mélanges, on pourra modestement estimer l'équation d'une droite. Si l'on fait 3 mélanges, on pourra estimer l'équation d'une parabole. Par contre, pourquoi faire 101 mélanges alors qu'il n'y a que 4 coefficients à estimer dans l'équation de la cubique? Donc le fait d'avoir postulé un modèle a priori, parce qu'on a une idée de l'allure de la variation de la solubilité de la caféine, eh bien, nous permet d'identifier le nombre minimum d'essais à faire. Mais surtout, ça ne dit pas quels essais faire. Alors imaginons qu'on soit amené à faire 4 essais, parce qu'après tout, il y a 4 coefficients à estimer, et cela semble logique. Alors la stratégie numéro 1 consiste, par exemple, à faire un essai, vous voyez, un petit peu en dessous de 10%, des essais dans la zone où la solubilité est maximale, c'est les essais 2 et 3, et puis un essai un peu plus éloigné vers la droite, vers 75%. Naturellement, on va réaliser des expériences et chacune des valeurs d'indication de la solubilité de la caféine sera entachée d'une incertitude, représentée par une petite barre dans le plan de la figure. Deuxième stratégie, après tout, puisqu'on fait 4 essais, pourquoi ne pas équirépartir les 4 essais dans le domaine expérimental, de telle sorte que ces essais couvrent l'intégralité du domaine expérimental et non pas une partie, comme on a vu précédemment. Donc l'essai 1 est situé avec 0% d'eau, l'essai 2 est situé avec 33% d'eau, l'essai 3 est fabriqué à partir de 2 tiers d'eau, 67% d'eau, et le dernier essai est fabriqué uniquement avec de l'eau, dans laquelle on mesurera la solubilité de la caféine. Naturellement, pour chacun de ces essais, on obtiendra, grâce à une méthode de mesure, une valeur d'indication à laquelle on associera une incertitude. Alors, des stratégies mettant en œuvre 4 essais, vous voyez que vous pouvez en créer un grand nombre, et le problème est de savoir quelle est la meilleure. Quelle est celle qui, lorsque, à partir de ces 4 points, on fabriquera le modèle d'interpolation, propagera le moins d'incertitude. Alors, sans démonstration, puisqu'on est dans un chapitre d'introduction, et l'objectif est de mettre en exergue des phénomènes, voilà ce qui se passe dans la stratégie 1. Si vous aviez fait des mesures partout, les 101 mélanges, vous voyez apparaître à l'écran le diagramme bleu, celui qui consistait à relier point par point les extrémités des barres matérialisant les incertitudes. Eh bien, lorsque l'on crée un modèle d'interpolation, vous voyez apparaître en rouge, ici, dans le cas de la stratégie 1, des fortes disparités dans la largeur de l'intervalle de confiance. En particulier, lorsque on est amené à extrapoler le modèle, c'est-à-dire utiliser l'équation en dehors de son domaine de définition, au-delà de l'essai 4 et en deçà de l'essai 1, on s'aperçoit que les incertitudes, c'est le diagramme représenté en rouge, se met à croître très vite. Et ensuite, autant entre l'essai 1, l'essai 2, l'essai 3, le diagramme d'incertitude a l'air de largeur à peu près identique à ceux que l'on aurait obtenus si l'on avait fait des essais partout. Autant entre l'essai 3 et l'essai 4, ben vous avez une incertitude qui est sûrement trop grande pour pouvoir utiliser à bon escient le modèle. Eh bien, cette hétérogénéité dans la largeur de l'intervalle de confiance dépend naturellement des incertitudes expérimentales, mais dépend surtout de la position des expériences au sein du domaine expérimental, d'une part, et d'autre part, du degré du polynôme choisi. Ben ici, nous avons un polynôme de degré 3, donc il faut faire avec. Et donc, les disparités, les espèces de hernies que l'on voit à l'écran, ben, sont essentiellement dues à la mauvaise répartition des expériences dans le domaine expérimental. Alors voyons qu'est-ce qui se passe si on équirépartit les essais dans l'intervalle qui va de 0 à 100%. Et bien là, au miracle, le diagramme rouge est à peu près confondu avec le diagramme bleu, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche. On cherche que le modèle d'interpolation ne propage pas plus d'incertitude que si l'on avait fait des manips. Donc ce qu'on peut retenir de cette introduction, c'est qu'un modèle, ça propage des incertitudes, et qu'une façon d'uniformiser le doute dans le domaine expérimental, c'est bien de répartir les essais au sein du domaine expérimental en couvrant l'intégralité du domaine.
Et enfin, on voit apparaître une formule, mais que l'on reverra et que l'on commentera. Ce doute est d'autant plus grand que les incertitudes expérimentales sont grandes, donc on intégrera ça dans la démarche. Alors, la formule que l'on voit à l'écran, on va la décomposer en expliquant un petit peu les termes. Le terme que vous voyez à gauche, c'est la variance associée à la prévision de la réponse faite par le modèle, Y chapeau, en un point x0. Donc c'est le doute, c'est le carré de l'écart-type, qui va affecter une prévision faite par le modèle. La prévision est symbolisée par Y chapeau. X0, c'est une position particulière, une proportion particulière. Alors ce doute est d'autant plus grand, si on regarde ce qui se passe à droite, que l'incertitude et le manque d'ajustement du modèle sont grands. C'est ce que l'on symbolise par le symbole SR carré, carré parce qu'on est dans le domaine des variances. SR, c'est l'écart-type résiduel. On va naturellement avoir des doutes d'autant plus grands que les doutes résiduels. Les résidus, c'est les écarts au modèle. Nous avons dit ça lors de la description des différentes parties du modèle, seront grands. C'est-à-dire que plus un modèle est éloigné des points expérimentaux, moins il est bien ajusté, plus le doute sera grand. Et puis, dans le terme central, vous avez une matrice, alors peut-être un terme un peu barbare pour l'instant, qu'on va appeler matrice de dispersion. Et cette matrice est le fruit de deux choses. Le choix du modèle que l'on a fait a priori, d'une part, ici nous avons fait le choix d'un modèle de degré 3, mais nous avons le droit d'y croire parce qu'on a une courbe et une contre-courbe. Mais surtout, ça dépend de la répartition des expériences au sein du modèle. Et ensuite, une fois que vous avez fixé la matrice d'expérience, c'est-à-dire le nombre d'essais et la nature des essais, pour estimer un modèle donné, tout dépend de l'endroit où vous vous placez, et donc c'est ce qui est traduit par ce qu'on appelle la fonction du modèle, et puis ça transposé à gauche. F de x0, c'est la fonction du modèle au point x0, point où vous voulez calculer votre incertitude de prévision. Alors, c'est une formule un peu capitale dans la compréhension de ce qui se passe dans les plans de mélange, et on aura l'occasion d'y revenir toujours dans ces chapitres d'introduction au départ, au travers des aspects mathématiques et des aspects statistiques appliqués à la méthode des moindres carrés dans le cadre des problèmes de formulation, et puis dans les nombreuses études de cas que nous décrirons. Voilà, ce que nous avons encadré en rouge, c'est ce qu'on appelle la fonction de variance au point x0, pour le mélange x0, pour une matrice d'expérience et pour un modèle donné. Alors nous avons atteint la fin de cette deuxième séquence de ce chapitre d'introduction où le cœur de cette séquence était représenté par on a besoin d'un modèle, un modèle peut être utile, un modèle est faux, un modèle propage des incertitudes, mais après tout, un plan d'expérience permet de trouver un compromis entre le coût expérimental et la qualité de la modélisation. Alors voyons ça au travers d'un quiz. Qu'est-ce qu'un simplex de hauteur unitaire? Deuxième question, représenter un simplex de hauteur unitaire en présence de 3 constituants. Nous l'avons détaillé en présence de 2 constituants. On a projeté l'image en présence de 3 constituants, mais essayez de le construire. Ensuite, alors, établir la formule permettant d'obtenir, en fonction du nombre de constituants, 2, 3, 4, 5, 6 et puis Q constituants, le nombre de mélanges à mettre en œuvre dans un simplex de hauteur unitaire, donc segment de droite, diagramme ternaire, un tétraèdre, en adoptant un pas de variation égal à 10% pour la variation de chacun des constituants. Si nous avions que 2 constituants, cela nécessiterait 11 mélanges, comme on l'a vu. Si nous avons 3 constituants, 66 mélanges. Pour 4, 5, 6 constituants, le nombre de mélanges a été indiqué sur la planche correspondante, vous pourrez vous y reporter. Et est-ce qu'à partir de ça, les plus malins d'entre vous ne pourraient pas trouver une formule générique? Présenter les avantages et les inconvénients d'un modèle. On a lourdement insisté sur les avantages et sur les inconvénients. Essayez de l'illustrer peut-être avec des exemples qui vous sont propres. Enfin, comment faire pour qu'en présence d'un modèle polynomial, l'interpolation entre les mélanges ne provoque pas d'inflation importante, d'augmentation importante au niveau des incertitudes? Et puis, dernière question de ce deuxième quiz, commenter la formule suivante, peut-être
revenir sur ce qu'on a dit, mais aussi attendre des chapitres dédiés à l'analyse mathématique et l'analyse statistique qui vous feront découvrir plus en détail les composantes de cette formule. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette deuxième séquence et puis je vous donne rendez-vous immédiatement dans la troisième et dernière séquence de ce chapitre d'introduction. Donc à tout de suite.